Bonsoir. Si vous postez quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à propos de ce débat, évitez de me citer parce que je suis toujours en train de me faire insulter pour le précédent, l'année dernière, sur le féminisme. Donc ça va, j'ai ma dose. Ma vie est tout à fait fascinante. Autre épisode tout à fait fascinant de ma vie, c'est aussi le climax de mon bilinguisme qui consiste à dire cette phrase « Ik ben een cavia », ce qui veut dire « je suis un cochon d'Inde ». Et j'étais très fière. Cavia qui dans la vraie vie s'appelait Foufoune, mais ça c'est un dossier que je dois plutôt régler avec mes parents. J'ai étudié le néerlandais pendant des années et il n'est jamais rentré. J'ai même fait un Erasmus de 6 mois à Utrecht. Alors à la fin, je savais faire du vélo sous champi, ce qui est pratique, enfin bon, mais attention que c'est du travail, hein, c'est pas venu tout seul. Et je savais dire doudouille, ce qui prouvait qu'il y avait une brèche, mais voilà, peut-être un peu inexploitée. Est-ce que j'en suis fière ? En fait, non, pas du tout. C'est même un frein professionnel. Résultat, me voilà ici, voilà, Overpop. Et récemment, je crois que j'ai compris pourquoi j'ai toujours détesté cette langue. En tout cas, je l'ai compris en lisant un papier de Myriam Leroy, que vous avez peut-être lu, qu'elle a écrit dans Le Soir sur les Flamands. Voilà, certaines personnes l'ont lu. Comme je pense qu'on a tous à gagner à écouter religieusement Myriam, je lui ai demandé d'enregistrer ce papier pour vous le diffuser aujourd'hui. On ne m'a pas dit que Gand était plus belle que Paris. On n'a pas cru utile de m'informer du sex appeal des musiciens flamands. On n'a pas insisté sur l'avant-garde artistique qui se jouait au nord du pays, sur la gastronomie, sur les canaux et ces bâtiments fantasmagoriques qui les bordaient, sur la mode, le raffinement. On ne m'a pas incité à écouter Stubru. On n'a jamais mentionné qu'à peu près tout ce qui avait de l'allure, du chien, de la classe dans ce pays, on le devait aux Flamands. On n'a rien fait de tout ça. On m'a juste affirmé que le flamand c'était moche, mais qu'il fallait l'apprendre. Et dès le berceau encore bien, car c'était ça ou le chômage assuré. On ne m'a pas dit qu'il existait des métiers manuels ou artistiques, on m'a seulement montré un horizon professionnel d'open space dans lequel, il est vrai, il fallait parler néerlandais. Pour me permettre d'y accéder un jour, très tôt, on m'a immergé dans la langue. Je me rappelle de séjours chez mes grands-parents paternels à Neder-over-Humbeek, dans une maison aux meubles couverts de housses en plastique sur lesquels on trouvait des dentiers baignant dans un liquide trouble. Mes grands-parents ne parlaient que néerlandais sur demande de mes parents. Je n'y comprenais rien, mais on m'assurait qu'à un moment donné, ça rentrerait. Et ça n'est pas rentré. Pour moi, la Flandre était un pays de betteraves sucrières et de personnes âgées qui faisaient du bruit en mangeant. Y aller était une punition. Et puis, mes parents m'inscrivirent à des stages résidentiels surtout, comme cette villégiature à Coxide organisée pour les enfants du personnel de la SNCB, séjour durant lequel j'avais embrassé Raphaël, qui le lendemain avait embrassé Else, alors que j'en étais déjà amoureuse à m'en arracher les ongles. Il y eut aussi cet autre stage à l'OPEM, dans un internat aussi spartiate que prestigieux. Les princes Philippe et Laurent y avaient fait une partie de leur scolarité, ce qui nous était rappelé à intervalles réguliers. La particularité de cette session, qui je pense coûtait très cher à mes parents, était qu'elle proposait une immersion totale, 24 heures sur 24, de gré ou de force, dans la langue de Vondel. Il y avait les cours, bien sûr, mais aussi les conversations in het Nederlands alsjeblieft. Des pions traquaient le moindre mot de français et distribuaient des strafieux aux coupables. Punition consistant à recopier sans fin « Ik moet Nederlands spreken, ik moet Nederlands spreken ». Après 2 strafieux, tu devais appeler tes parents pour leur révéler, en présence de la direction, que tu jetais leur argent par les fenêtres. Après 3, tu étais viré, excommunié, et tes camarades te regardaient tirer penaud ta valise dans les graviers, hors de l'enceinte de l'école, loin de l'élite, à l'écart du prestige conféré au lieu par les princes Philippe et Laurent. Nos matons étaient vicieux. Ils laissaient traîner leurs oreilles jusque dans les sanitaires. Nous l'étions aussi, et avions développé des stratégies de survie assez sophistiquées. Entre nous, nous parlions français avec un fort accent néerlandais, tout en noyant nos phrases de je, de je, de hun, et de quelques pronoms qui nous venaient facilement pour compléter l'illusion. Nos conversations allaient donc comme ceci. Ik amnep gemaar van ce putain de stage de merdieu. Les moniteurs n'y entendaient que du feu. Et nous, on oubliait 2 minutes qu'on participait à une sorte de Das Experiment pour ados. De mes 5 à mes 22 ans, âge où j'ai quitté l'université, j'ai suivi des cours de flamand. De mes 5 à mes 22 ans, on m'a envoyé en Flandre pour m'assurer un avenir décent dans le monde de l'entreprise et de l'administration. Cet investissement ne serait jamais rentabilisé. Mon métier n'impliquera que de m'exprimer en français. Mais il y a quelques semaines, je suis allée interviewer une Anversoise dans un café. Nous dûmes, pour nous comprendre, nous parler en anglais et quand j'ai commandé un coca, le serveur m'a demandé de répéter. 17 ans de tribulation de la famille Piper, de chansons de Clouseau, de Ik ben François, Ik ben 13 en ik kom uit Ecosine. 17 ans de rejet du verbe, de temps primitif, pour ça.
pour craindre de croiser un flamand, pour m'excuser la honte aux joues de mon peu d'aptitude dans sa langue alors qu'il se décarcasse pour s'adresser à moi dans la mienne. À ma décharge, on ne m'avait jamais dit que Malines était sublime à la nuit tombée, qu'il y avait des bars à Anvers où on passait le meilleur R&B de la planète et que peu de choses étaient aussi sexy que l'élocution fragile d'un flamand s'essayant au français. On prétendait que le flamand c'était laid, mais qu'on devait l'apprendre. On l'assénait comme si nous, Wallons, étions supérieurs, très chics, comme si les autres étaient des bouseux et que leur idiome n'était fait que de grognements, en toute logique. Alors j'ai certes étudié le flamand, mais il n'a pas pris, il n'est pas resté. Il m'a quitté comme il quitte hélas tous ceux à qui l'on tente d'enseigner une langue sans d'abord les éduquer à en aimer les gens. Je disais que c'était gentil, j'allais lui transmettre. Les Flamands, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Mangent-ils vraiment des croquettes dans des petits pains mous? Et pourquoi ne votent-ils pas comme nous? Ça serait tellement plus simple. Pour en parler ce soir, merci d'accueillir Luc Barbet, qui a été, c'est long, député pour Agalef, secrétaire politique du groupe Écolo-Groen au Parlement fédéral, chef-cap d'Olivier Deleuze, puis secrétaire d'État, et enfin auteur du livre La NVA expliquée aux francophones, un bouquin de 580 grammes. Je vois qu'il joue à domicile. Dave Sinardet, politologue, prof à la VUB à l'Université Saint-Louis et chroniqueur au Standard. Faut un effort. Joyce Hazard, journaliste à la VRT, cofondatrice de Dardar, chroniqueuse RTBF et Le Vif, Dardar dont on parlera plus tard d'ailleurs. Et enfin, Jessica Source, parlementaire fédérale Groen, spécialiste de la déradicalisation et de l'extrême droite. Le 26 mai dernier, je pense qu'on est beaucoup de francophones à n'avoir rien vu venir. On était occupés à se vanter que, contrairement à la France, nous, l'extrême droite, chez nous, ça ne prenait pas. Oups. Le Bologne sera grand gagnant des élections. Alors la Flandre est-elle d'extrême droite? Est-ce qu'on vit vraiment dans un pays avec deux démocraties? Pourquoi on n'a pas vu venir un truc que Joyce a écrit il y a 2 ans? Il sera question d'histoire, de ces nombreuses réécritures, mais aussi de clichés, de communication, de réseaux sociaux. Que reste-t-il de notre amour, s'il a un jour existé? La Belgique est-elle condamnée à divorcer? Et si oui, qui aura la garde de la sécurité sociale? Joyce, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, quand je t'ai dit « mais c'est dingue, on n'avait rien vu venir avec le Bologne », tu m'as dit « si, je l'ai écrit il y a 2 ans ». Oui, c'est vrai, j'avais écrit une chronique il y a 2 ans. C'était à l'occasion de la parution du livre de Tom van Grieken. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est le président flamboyant du Vlaams Belang. Il a écrit un livre qui avait fait du bruit, pas vraiment pour son contenu, plus par le fait qu'il avait été préfacé par un professeur de la VUB, donc a priori progressiste, et ce qui présageait déjà une sorte de normalisation, on va dire, du personnage et de ses idées. Et ce livre avait été axé principalement sur l'anti-establishment, l'anti-élite. Il a voulu transformer le populisme par le patriotisme bien plus accepté, notamment en s'inspirant évidemment de la grande Marine Le Pen, il l'a beaucoup cité d'ailleurs, donc il ne s'en cachait pas, et en axant évidemment sa politique aussi sur des choses, donc en voulant redorer finalement l'image de son parti, laisser un tout petit peu à l'écart tout ce qui est lié à l'islam, même si ce n'était pas tout à fait le cas, mais axer plus sur des sujets qui parlaient vraiment directement aux Flamands, qui parlaient surtout aux électeurs mécontents, aux travailleurs délaissés, qui se sentaient délaissés, aux pensionnés, et aussi notamment aux jeunes, en fait, finalement, parce que l'idée, c'est de rajeunir ce parti. Donc, l'un dans l'autre,
pas mal de petites recettes montraient que ça commençait à prendre forme. Il y avait déjà eu aussi des sondages, on a peu relevé, mais où le Vlaams Belang était déjà, on commençait déjà à être en progression, et la NVA, elle, reculait doucement, mais quand même. Il y a aussi eu des sondages qui montraient que les jeunes étaient de plus en plus attirés par les idées d'extrême droite. Et donc voilà, je crois que l'un dans l'autre, il a bien compris ça. Il a aussi savamment engagé, on va dire, des personnes, notamment Andries van Langenhove, qui est devenu une sorte de modèle pour certains jeunes, surtout masculins et blancs. Et donc oui, non, moi personnellement, à la veille des élections, et déjà même quelques mois avant, je l'avais déjà dit et redit, je m'attendais à ce que le Vlaams Belang explose, ou en tout cas fasse un très bon score au nord du pays. Jessica, même constat pour toi? Bah oui, je suis d'accord avec la plupart des choses que vient de dire Joyce. Je pense qu'on n'a peut-être pas non plus voulu voir venir ce résultat. J'ai envie de faire juste quelques ajoutements. C'est que, si on regarde la réalité sociale en Flandre, c'est que la pauvreté a augmenté, surtout chez les enfants. L'âge de pension a été reculé. C'est devenu plus cher pour acheter une maison. On a connu les attentats. J'ai lu une recherche scientifique très, très intéressante qui a été 2 ans après les attentats, qui décrivait que l'émotion principale chez les jeunes en Belgique, même 2 ans après les attentats, était l'angoisse. Et donc, je pense la combinaison de ces incertitudes qui sont renforcées dans la société flamande, cette angoisse qui a commencé à augmenter, surtout aussi chez les jeunes, que ça a fait en sorte une belle combinaison avec le visage social avec lequel le Vlaams Belang, c'est leur programme. Si on oublie le discours dur qu'ils ont par rapport à la migration, etc., mais quand on parle de la pauvreté, etc., ils arrivent à se présenter avec un aperçu qui semble très social, alors que le discours derrière est qu'une partie de la population doit avoir moins pour que l'autre partie reçoit plus. Donc ce n'est pas social du tout, mais c'est seulement quand on regarde un peu plus loin. Donc je pense que ce sont des choses qui ont certainement à ajouter. Et j'ai connu Dries van Langenhove de très proche dans la campagne. Il faisait campagne pour Vlaams Belang à Vlaams Brabant, où moi j'ai fait campagne pour Groen. Et à chaque fois, j'étais effrayée par le soutien. On voyait vraiment la différence entre les jeunes, surtout blancs, masculins, qui le voyaient comme un pop star et qui le traitaient aussi de cette manière. Et donc, même dans ces débats scolaires dans les campagnes, on sentait la polarisation. Mais ce qu'ils ont bien arrivé à faire, c'est de se dédiaboliser le Vlaams Belang. Et je pense que là, on a peut-être sous-estimé l'effet de cette combinaison qui a créé le cocktail toxique qui a mené vers les résultats qu'ils ont reçus au 26 mai. Dave, du côté francophone du pays, on n'avait rien vu venir. On connaît finalement assez peu ce parti, qui est considéré comme une espèce de petit parti extrémiste que personne n'aurait vu au pouvoir. Et la sidération a été réelle le 26. Oui, mais enfin, en Flandre, il y en a aussi quand même certains qui ont été surpris, déjà en octobre, et même là, le 26 mai, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce score-là du Vlaams Belang non plus. Bon, fondamentalement, moi, je ne suis pas nécessairement surpris. D'ailleurs, quand on regarde l'Europe, on voit que dans la plupart des pays européens, il y a à peu près, ça dépend un petit peu de pays en pays ou de région en région, mais il y a un quart à un tiers des gens qui sont ouverts à voter pour des partis qui ont un discours strict sur l'immigration, strict sur l'islam, strict sur l'intégration, un discours law and order, sécuritaire. Et soit ces gens votent pour des partis d'extrême droite,
Soit ces gens votent pour des partis de droite radicale qui focalisent aussi sur ces questions. Parfois, ils peuvent aussi voter pour des partis traditionnels qui se réinventent et qui focalisent fortement dessus aussi. On a vu ça en Autriche, par exemple, avec le leader des chrétiens démocrates autrichiens, qui finalement a tenu un discours assez proche de celui des partis de droite radicale aussi sur toutes ces thématiques. On a vu la même chose avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, leader du Parti libéral, qui a aussi dans une campagne vraiment focalisé là-dessus. Donc il y a quand même une partie importante de l'électorat qui veut un parti qui focalise là-dessus avec un tel discours. Et donc le Vlaams Belang ne vient pas de nulle part. Hein. N'oublions pas, finalement, il n'a pas eu son meilleur score. Le Vlaams Belang avait 25% des voix, ou presque, aux élections régionales flamandes de 2004. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La NVA est montée. La NVA a aussi focalisé sur ces questions-là, avec un discours un peu différent, mais quand même aussi sur les mêmes thématiques. En même temps, le Vlaams Belang, ça commençait quand même un peu à rouiller. Ça faisait déjà 15 ans que c'était les mêmes personnes. Ils ne venaient jamais au pouvoir. Donc, pour ces personnes-là, pour ces électeurs-là, la NVA était une alternative intéressante. Moi, je me rappelle quand des journalistes m'appelaient en 2014 pour faire des interviews sur la mort définitive du Vlaams Belang, je disais, je ne parle pas du tout que c'est la mort définitive, ou en tout cas pas nécessairement, avec une NVA qui va aller dans les gouvernements, qui va devoir montrer à ses électeurs, ou en tout cas une partie que, finalement, toutes ces promesses sur moins d'immigration et plus d'intégration, c'est simplement très difficile parce qu'il y a des règles internationales. En plus, on a connu une crise migratoire, une crise des réfugiés. Donc, Theo Franken a essayé, en envoyant un tas de tweets qui donnaient l'impression qu'il y avait une révolution radicale sur le plan de la politique de l'immigration, tandis que la réalité est beaucoup plus nuancée. La politique n'était pas aussi différente que celle de Maggie de Blok sous Elio Di Rupo. Et donc, c'est pas illogique qu'à un certain moment, une partie de ces électeurs-là serait déçue. Et certainement, et là je rejoins ce qui a déjà été dit, certainement, si le Vlaams Belang arrivait à se renouveler, à peu mettre à l'arrière les anciens, les De Winter, les Annemans qu'on voit déjà depuis 25 ans, et d'appeler aussi plus aux jeunes, parce que le Vlaams Belang était un parti quand même dans le passé plutôt de vieux, et certainement quand il a commencé à dégringoler. Donc voilà, donc c'est pas une surprise en soi. La surprise ou la question qu'on devrait peut-être se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a des partis d'extrême droite qui ont du succès en Flandre, tout comme c'est le cas dans presque toute l'Europe. La question, c'est plutôt de savoir pourquoi est-ce que c'est pas le cas en Belgique francophone, qui est un peu l'exception européenne avec le Portugal et le Luxembourg, et ça s'arrête presque là, parce que même en Allemagne, où pour des raisons historiques, c'était quand même un peu difficile de voter pour l'extrême droite. On va voir dans les élections là prochainement régionales, mais l'alternative pour Deutschland est aussi vraiment en vogue. Donc voilà, la question est plutôt de savoir comment ça se fait qu'en Belgique francophone, on n'a pas un parti comme celui-là qui a du succès. Et pour terminer, surtout quand on voit que dans tout ce qu'on voit dans nos études d'opinion publique qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a pas nécessairement moins de gens en Belgique francophone public potentiel pour aussi des partis de droite radicale ou d'extrême droite. Les opinions en fait entre néerlandophones et francophones sur les questions d'immigration, de sécurité, d'intégration sont pas fondamentalement différentes. Il y a là aussi un potentiel. Bon, alors c'est un débat très intéressant qui n'est peut-être pas le débat de ce soir, de savoir pourquoi est-ce que, même s'il y a un marché électoral, s'il y a un public pour un tel discours en Belgique francophone, pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas dans des votes pour un tel parti, mais je crois que c'est là peut-être, c'est plutôt ça qui est surprenant en fait, que le score du Vlaams Belang en Flandre. Je propose que nous ayons ce soir une pensée pour Alain Destex. Merci. Quel est le rapport, Luc, entre l'arrivée du Belang et le retour du Belang et la montée en force de la NVA? Est-ce que les gens qui ont voté pour le Belang sont des déçus de la NVA qui est montée au pouvoir? Est-ce qu'ils sont allés chercher dans d'autres partis, comme Joyce le disait aussi? C'est les deux. Donc il y a déjà une première étude universitaire qui montre bien qu'un quart des électeurs du Vlaams Belang vient de la NVA. Ce qui est évidemment énorme parce qu'en 2014, la NVA était à 30%. Donc ça explique partiellement la victoire du Vlaams Belang, le fait qu'il y a toute une partie des électeurs
de la NVA qui étaient profondément déçus de la NVA. Et puis la question se pose pourquoi. Je pense qu'on aura de nouvelles études, mais c'est plus des universités pour nous expliquer. Mais mon sentiment est que, premièrement, la NVA a suivi une politique très de droite néolibérale, avec un accent sur ce qui est bon pour les entreprises et pour les riches sera bon pour tout le monde. Mais donc, apparemment, une partie des électeurs flamands n'ont pas du tout apprécié. Ils se sont dit « et pour nous ». Et deuxièmement, la NVA est passée auprès d'une partie de l'électorat comme un parti traditionnel qui est au pouvoir, qui fait des nominations politiques, etc. Et donc, une partie des électeurs qui se sont dit « non, on veut quelque chose un autre parti ». Et donc, le Vlaams Belang. Deuxième élément, il y a aussi des électeurs du CD&V, VLD et SPA qui ont maintenant voté pour le Belang. Et mon hypothèse est quel était le projet politique de ces trois partis traditionnels les dernières années? Comment est-ce qu'ils ont parlé aux électeurs, aux Flamands? Est-ce qu'ils avaient un projet convaincant, parlant? Apparemment pas, parce que les résultats des élections, le 26 mai, c'était la catastrophe pour les trois partis au centre et pour l'SPA centre-gauche, quoi. Et donc, si le Vlaams Belang, si la NVA ont eu de tels résultats, ensemble 44% des voix, selon moi aussi, ça montre la faiblesse des autres partis, quoi, du CD&V, du Open VLD, de l'Open VLD et du SPA. Il y a d'ailleurs, ça je vais ajouter dans l'explication du succès du Vlaams Belang, quelque chose qu'ils ont en commun, à savoir, depuis les années 40 et 50, et même avant, il y a dans ce mouvement flamand un mouvement d'extrême droite qui existe toujours, qui est peut-être petit en nombre de personnes, mais il y a des studentenverenigingen, des associations d'étudiants, peut-être avec quelques dizaines de personnes, mais qui travaillent, qui ont un projet, qui discutent, qui font des débats et qui s'entraînent, qui savent organiser. Et donc, à chaque fois que le contexte est favorable, ils peuvent puiser dans ce vivier pour trouver des nouvelles personnes pour mettre sur la liste et pour organiser un parti politique. Parce que, comme vous le savez, organiser un parti politique, c'est très, très difficile. Okay? À l'interne, les structures, la coprésidence locale, le pôle, le casting, etc. C'est très, très compliqué. On l'a vu avec des textes et certaines tentatives, Modric Amen, etc. en Belgique francophone. C'est un petit discours, mais oui, l'échec, c'est, selon moi, partiellement dû au fait qu'ils n'ont pas d'expertise en matière d'organisation interne. Et les gens du Vlaams Belang, comme l'NVA, ont toujours ce vivier nationalistes flamands où ils peuvent prendre des gens qui savent organiser, qui savent débattre, etc., quoi, à ne pas sous-estimer. J'ai aussi prévu 1 minute de silence pour Modric Amen, mais ça viendra plus loin. J'ai quand même envie d'ajouter quelque chose. Donc, Luc parle de l'électorat qui est peut-être jusqu'à un certain point partagé entre la NVA et le Vlaams Belang, mais il y a aussi un deuxième point qui est en commun, selon moi, mais vous pouvez me contredire, c'est quand même le climat politique qui a été créé par les deux partis. Et peut-être pas par la NVA entière, mais si tu regardes surtout le discours d'un type comme Theo Franke, qui dans la dernière semaine, avant les élections, a fait sa pub avec des slogans comme « Ne votez pas Groen parce que vous auriez des tsunamis des migrants ». Allez, quelle est encore la différence avec le Vlaams Belang? Et donc là, on a vraiment aussi ouvert la porte à normaliser un discours dans lequel le Vlaams Belang est encore plus doué que la NVA. Mais c'est la NVA ou certaines personnalités dans la NVA qui a ouvert cette porte. Mais ces personnalités se trouvent, le problème c'est que ces personnalités se trouvent dans tous les partis et même au sein du CDNV, on a eu Hendrik Bogart et d'autres personnes, même à l'Open VLD, qui sont plus de droite, plus radicales. Et c'est même Ton van Grieken lui-même qui disait merci aux partis traditionnels parce que grâce à vous, maintenant, notre discours devient normal et accepté. Donc ça va même plus loin que la NVA, selon moi. En même temps, je ne crois pas qu'il faut exagérer non plus. C'est vrai qu'il y a des tendances différentes aussi dans les autres partis sur la question de l'immigration.
mais quand même, le discours de Franken, ça va quand même plus loin que ce que font des gens au CD&V ou au VLD. Bon, Bogaert, on pourrait encore dire, mais même lui, c'est quand même encore un peu différent. D'ailleurs, il est aussi aujourd'hui, en tout cas, dans la marge du parti, tandis que Franken parlait quand même comme secrétaire d'État dans le gouvernement belge. Donc, enfin, je nuancerais quand même un petit peu que ce discours-là était déjà similaire chez tous les partis flamands, ou qu'il y avait des gens chez tous les partis flamands avec un discours similaire. En 2015, justement, Dave, tu disais que la NVA n'était pas d'extrême droite. Aujourd'hui, si je te repose la même question, tu dis quoi ? La NVA comme parti, je reste sur ma position. Oui, je ne crois pas qu'on peut dire que la NVA comme parti est un parti d'extrême droite, même s'il y a des figures et des tendances au sein du parti dont on pourrait dire qu'elles sont quand même peut-être assez proches de certains discours d'extrême droite. Mais bon, il faut quand même regarder quelle est la définition politicologique de... Enfin, on ne va pas faire un cours de sciences politiques ici, hein, mais juste non, mais en sous deux 45 mots. degrés, c'est une bonne idée. Oui, voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il fait 45 degrés en haut, plus ou moins, s'il en fait 37 ici. Mais bon, il y a quand même différents éléments qui sont importants. Et en fait, il y a quand même normalement aussi chez un parti d'extrême droite une remise en question de la démocratie parlementaire, une certaine volonté d'autoritarisme. Je ne crois pas qu'on peut dire que c'est le cas, par exemple, chez la NVA. Donc sur ce point-là, déjà, la xénophobie est vraiment la haine d'autres personnes sur base d'origine ethnique, etc. Je crois que c'est certaines personnes, on peut retrouver ce discours-là, mais je ne crois pas qu'on peut dire que c'est le discours général de la NVA. Mais c'est à partir de combien de personnes dans un parti qui tiennent ce genre de discours, on peut dire que ça représente le parti ? Il faut regarder le discours officiel du parti, le programme, etc. Donc, mais d'ailleurs, dans la campagne électorale, la NVA a mené une campagne assez soft. Parce que l'analyse de la NVA, c'était quand même que... Enfin, tout commence en octobre. Donc en octobre, ils perdent beaucoup de voix au Vlaams Belang. Alors, ils sont quand même en panique, hein, même si tout le monde ne s'est pas réalisé, parce que la NVA est aussi le parti qui arrive le mieux quand même encore à garder sous le radar toutes les dissensions internes et tous les conflits internes, contrairement aux libéraux, par exemple, qui se cassent la figure tout le temps à la télé et dans les journaux entre eux. Et les autres partis aussi. Mais donc à la NVA, il y avait quand même une certaine panique et aussi une question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit courir derrière le Vlaams Belang ou justement pas ? Et alors, il y a eu Marrakech, là c'était clairement courir derrière le Vlaams Belang. Alors apparemment, en février-mars, ils ont changé de cap, je crois sur base de mauvais sondages, où ils se sont dit, merde, on ne peut plus les reprendre, ceux qui sont partis au Vlaams Belang, on doit aller à nouveau vers le centre, on doit essayer d'attirer des électeurs du CD&V et du VLD, ce qui est en partie sur base des études électorales qu'on a jusqu'à maintenant, a encore été un certain succès. Et donc on a dit à Franken à ce moment-là, qui d'ailleurs était aussi abîmé avec toute l'affaire Kucham, Théo, tais-toi maintenant un petit peu. Il l'a mis un peu en sourdine quand même pendant la campagne électorale. Mais alors, sont venues les élections, grande perte pour la NVA, hein, n'oublions pas, De Wever le disait, la barre est à 30%. Bon, en Flandre, Parlement flamand, c'est 24,8%, donc c'est quand même sérieusement en dessous de la barre, mais qui sont ceux qui ont quand même encore un bon score à la NVA, c'est notamment Theo Franken. Donc maintenant, il est renforcé quand même au sein du parti. Et c'est clair quand on voit les choix qui sont pris par le parti, notamment les longues discussions avec le Vlaams Belang, on voit que cette tendance Franken maintenant se sent renforcée. Hein. Bon, et d'ailleurs, Theo Franken croit vraiment qu'il est le seul en Belgique et d'ailleurs en toute l'Europe qui a gagné des élections récemment. Hein. Donc il est vraiment complètement... et il fait sentir à l'externe et à l'interne. Et donc son poids est renforcé. Ça, c'est assez clair. Ouais. Luc, tu voulais... Oui, je vais ajouter un élément parce que je pense qu'après les élections, quelque chose de très important s'est passé, à savoir que la NVA a, et c'était voulu, normaliser ou commencer la normalisation du Vlaams Belang, quoi. Et donc, le fait que la manière dont la NVA a parlé avec le Vlaams Belang devant les caméras, les saluer, et puis même renvoyer la question suivante aux autres partis. Tiens, mais pourquoi est-ce que le CD&V, l'Open VLD et l'SPA ne veulent pas parler avec le Vlaams Belang ? C'est quoi ça ? Donc, c'est l'inverse de la question qu'on a posée pendant 30 ans, quoi. Pourquoi parler avec le Vlaams Belang ? Maintenant, ils ont renversé la logique. Et donc, tout ça, c'est pour moi une préparation de l'année ultime
certainement pour Die Franken, 2024, là, on fait sauter le cordon sanitaire au minimum au niveau local et on risque d'avoir des bourgmestres du Vlaams-Belang en Flandre. Et donc, pour moi, le parti a changé. Il y a la NVA avant et après les élections. Et ça fait poser aussi des questions pour Groen, pour les relations entre Groen et la NVA. C'est nouveau parce que quelque chose s'est passé, quoi. Je me permets quand même de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dave qui dit que la NVA a mené une campagne assez soft. Je veux dire, il n'y a quand même pas... j'ai pas vu beaucoup de partis comme la NVA qui, sans scrupule, osent attaquer la presse, les journalistes. Leur narratif sur la société civile est vraiment très, très hard, aussi dans la campagne. Et je pense que là, pour revenir à la question de base du débat, quelle Flandre pour quelle Belgique? Moi, je suis d'ailleurs très, très curieuse de voir dans les années qui viennent maintenant quel sera le shift potentiel de pouvoir entre Franken et De Wever. Parce que, bon, comme dit Luc, si la tendance Frank arrive à reprendre le pouvoir dans un parti comme la NVA, on verra en effet une nouvelle Flandre en Belgique. Mais donc, une campagne soft par la NVA, je l'ai ressenti différemment en étant dans la campagne. Mais soft pour le... Mais bon, toi, tu étais aussi dans la campagne en Brabant flamand, où là, justement, il y a Theo Franken qui était sous pression de Van Langenhoven et tout ça, donc c'est peut-être encore un peu plus spécifique. Il y a quand même eu le fameux livre de Bart de Wever, ça c'était quand même un élément de campagne important, hein, et donc Bart de Wever a écrit un livre sur l'identité. Mais qu'il nie maintenant complètement, oui. Maintenant qu'il a fait son start nota avec Vlaams-Belang. Mais c'est exactement ce que je dis. Le livre est ancienne histoire et ne date que d'il y a 2 mois. Mais c'est justement ce que je dis, donc dans la campagne c'était différent qu'après le 26 mai justement. Et donc soft pour la NVA, je veux dire. Hein, donc, parce qu'il faudrait analyser les tweets de Theo Franken les quelques mois avant les élections et après. Et aussi au temps de Marrakech. Bon, c'est pas un exercice très agréable, d'accord, mais... Justement, Jessica, Groen qui est associé à la NVA dans plusieurs communes, ça fait parfois tiquer côté francophone et chez Écolo, entre autres. Est-ce que c'est parce que les francophones ne comprennent pas la Flandre ou parce qu'ils ne comprennent pas la politique de Groen? Il y a plusieurs questions à donner sur cette réponse. Hein. Je pense tout d'abord, il n'y a pas autant de coalitions, et ce ne sont des coalitions au niveau local, hein, mais il n'y en a pas autant entre Groen et NVA. Et quand il y a des coalitions, ce sont des décisions qui sont faites avec beaucoup de prudence et avec le critère principal qui est est-ce que nous, en tant que Groen, est-ce qu'on peut réaliser notre programme, hein. Et donc, moi, j'ose dire ça avec ma main sur mon cœur, que la réponse est toujours oui, dans ces peu de fois qu'on est dans une coalition avec la NVA. Entre autres, on a aussi vu pas mal d'exemples, comme à Malines, par exemple, où une coalition avec la NVA a été une phase où on a dû passer avec Groen pour, au-delà, être au pouvoir local sans la NVA, pour montrer aux gens que nous avons une crédibilité. Est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux à jouer? Est-ce que ce n'est pas une manière de normaliser la NVA? De dire c'est un partenaire qui est acceptable de manière très locale ou provinciale, mais par contre au fédéral et à la région, impossible. Je pense, pour parler de ces coalitions locales, tant qu'on arrive à vraiment mettre en œuvre nos programmes, hein, et qu'on est vraiment là, qu'on arrive à vraiment réaliser le cœur de notre programme en tant que Groen, ma réponse est non. Joyce? Non, c'est pas grave, tu peux continuer à t'éventer. Hein. C'est parce que je te voyais bouger la tête, donc j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Je peux peut-être rebondir. Ouais. Il me semble assez logique, effectivement, que voilà, il y a quand même, il y a un résultat démocratique à un certain moment dans une certaine commune ou région ou pays, et voilà, beaucoup de gens décident de voter pour un tel ou tel parti. Bien sûr, il ne faut pas aller dans une coalition avec ce parti en exécutant le programme du parti en question. Mais on peut négocier, on peut voir comment il se présente, où il est prêt à céder certaines choses, quelles sont les lignes rouges dans ce cas-ci pour Groen, et si la NVA est prête à respecter ces lignes rouges, pourquoi pas faire une coalition avec. C'est pas illogique. Je trouve que c'est quand même un autre débat que le débat sur est-ce qu'on peut faire une coalition avec un parti d'extrême droite. Là, il y a des raisons de principe. Mais bon, avec la NVA, vu que c'est toujours pas un parti d'extrême droite pour le moment,
je ne vois pas J'aime bien le voilà, pour pourquoi le on moment. l'exclurait directement. Pour le moment. Oui, bah, tout peut toujours changer dans la vie, hein, donc, et donc, en fait, moi, j'ai pas très bien compris non plus l'attitude d'écolo, honnêtement. Je vais essayer de mettre quand même un peu de débat dans le débat. J'avais dit que tu n'étais pas obligé. Et quand j'ai très chaud, j'ai envie d'irriter un peu les gens comme ça. Donc, non, honnêtement, j'ai pas compris qu'Écolo a refusé de simplement se mettre autour de la table, de la même table que la NVA, pour ce qui était finalement une réunion d'information avec des informateurs qui essayaient d'expliquer où en était le processus de non-formation du gouvernement, en fait. Ça me semble quand même assez difficile. Et d'ailleurs, je ne comprends pas surtout pas parce que ça a quand même vraiment rendu la vie assez difficile à Groen, hein, parce que c'est pas très bien compris en Flandre, où il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour la NVA, en plus pour le Vlaams Belang. Ça ne donne pas une bonne image. C'est un peu bizarre aussi de dire tout le temps, ah oui, Groen et Écolo, on est ensemble, on fait tout ensemble, on décide ensemble de participation au gouvernement ou pas. Au fédéral, on est un tandem. Et alors, bon, il y a finalement une réunion, je crois que c'était 2 mois après les élections, et il y a Groen qui vient tout seul sans Écolo. Bon, la crédibilité est partie hein, de l'axe Groen-Écolo. Enfin, ça peut revenir, hein, mais je veux dire... Je dirais qu'il y a Jean-Marc qui a bu du vinaigre. Oui. Moi, je pense que côté flamand, je crois que globalement, on ne comprend pas trop aussi pourquoi Écolo refuse effectivement parce que comme tu dis, c'est vraiment d'abord discuter pour voir au moins est-ce qu'il y a moyen de se mettre d'accord ou pas. Et je crois que de ce point de vue-là, la NVA joue avec ça en se disant voilà, on nous diabolise alors qu'on est quand même un parti qui a X pourcentage de voix. On nous diabolise, les francophones nous diabolisent et c'est tout de suite là, hein, on globalise avec le PS qui veut pas de nous, l'écolo qui veut pas de nous. Nous sommes nous sommes un pays mais deux Belgiques différentes. Enfin, la Flandre en l'occurrence est différente. Et donc ça les arrange finalement un petit peu et c'est là aussi où je te rejoins, que je ne comprends pas du coup pourquoi Écolo, puisqu'on est en train de mettre un peu de piment parce qu'il ne fait pas assez chaud, pourquoi Écolo n'entre pas au moins en conversation, je n'en dis pas dans un gouvernement spécifiquement, mais au moins se concerter et pas diaboliser entre guillemets la NVA, puisque la NVA part un petit peu en faveur avec ça, quoi. Luc, tu disais, tu dis beaucoup de choses dans ton bouquin de 580 grammes, je le rappelle. Tu dis, on ne peut pas comprendre la situation si on ne comprend pas la Flandre. Qu'est-ce qui nous échappe? Je veux dire, à nous les francophones. Oui, beaucoup de choses. Tout. 580 grammes. On va passer la nuit, là. Vous avez combien d'heures? Je vais commencer avec le dossier BHV. Et le commentaire de Jean-Luc Dehaene. Qu'a dit Jean-Luc Dehaene, le pacte belge n'a pas été respecté, ni par les néerlandophones, mais surtout ni par les francophones. C'est quoi un des éléments très importants du pacte belge? La majorité démographique des Flamands n'impose pas sa volonté aux francophones. 2, les francophones qui ont un droit de veto dans tous les grands dossiers ne font pas abus de leur droit de veto. Dans le dossier BHV, les Flamands, à un certain moment, vous vous rappelez, ont fait passer, sans accord avec les francophones, une proposition de loi visant à scinder BHV en 2007. D'un point de vue constitutionnel réglementaire, il ne fallait pas de majorité de 2/3. D'un point de vue politique, le pacte belge, il le fallait. Et donc, grande crise. Les francophones ont lancé 4 fois un conflit d'intérêts pour bloquer le dossier, pour ralentir la discussion de la proposition de loi, et ont ajouté, en fait, on est demandeur de rien, ce qui veut dire veto. Et donc là, les francophones n'avaient pas compris. Vous avez payé la facture, la 6e réforme de l'État, avec un accord sur BHV qu'on aurait pu conclure en 2005, quoi, rien de plus, et une brèche dans la sécurité sociale, allocation familiale, vers la communauté, et en plus une victoire électorale, c'était un des éléments pour comprendre la victoire électorale de la NVA. Donc, en refusant pendant des années le dialogue avec les néerlandophones, ce sont les francophones qui ont payé la facture. Surtout les Wallons, parce que les Bruxellois ont reçu beaucoup plus d'argent et des compétences intéressantes, mais on peut en parler. Je pense que ce sont surtout les Wallons qui ont payé la facture. Et donc maintenant, je pense que vous êtes devant le même dilemme, quoi. Le même dilemme. Est-ce qu'on va parler avec la NVA d'une éventuelle nouvelle réforme de l'État? Non, c'est trop tôt, on ne veut pas, on peut dire non.
est-ce qu'on va se mettre autour de la table avec la NVA? Je pense d'un point de vue électoral, pour écolo, c'est bien intéressant de ne pas y aller. Enfin, je ne suis pas 100% sûr, mais c'est possible. Mais ça, c'est le court terme. Ce qui m'intéresse, c'est 2024. 2024, 2024, je l'ai dit 3 fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2024 si le non reste non et on ne se parle pas? Tout l'été a été, d'un point de vue électoral et politique, un cadeau formidable, je pense, pour le Vlaams Belang et la NVA. Parce que les francophones, c'est toujours la même chose. Ils ne nous respectent pas, quoi. N'oubliez pas, et je pense, j'espère bien qu'on aura encore l'occasion pour en parler, mais il y a cette frustration dont la mémoire collective des Flamands va, les francophones qui ne nous ont jamais respectés, quoi. Et donc, de temps en temps, ça revient et c'est évidemment alimenté par les nationalistes et les extrémistes en Flandre. Donc là, ce n'est pas simple, je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est la question pour tous les partis francophones les prochains mois. Est-ce qu'on se parle? On parle de quoi? On parle de qui? Pas avec le Vlaams Belang, ça c'est évident. On ne parle pas avec l'extrême droite. Allez, bonne décision. Aujourd'hui, concrètement, en Flandre, qui veut quoi? Large question. Faites-vous plaisir. En moins de 17 minutes, oui. quand même. C'est lié à la question précédente. Peut-être. Parce que quand on dit... le problème, c'est peut-être aussi de parler toujours de la Flandre. Hein, ça m'arrive aussi souvent, quand je suis dans les médias francophones, peut-être que tu l'as fait un jour aussi, je ne sais plus, mais sans doute. Monsieur Sinardet, que pense la Flandre de telle ou telle question? Alors généralement, je dis, bon, si vous voulez savoir ce que pense la Flandre, vous aurez dû inviter la Flandre. Moi, je peux vous dire ce que je pense comme politologue flamand, ou comme politologue tout court, d'ailleurs. Et généralement, la meilleure réponse à la question, c'est de dire, en fait, la Flandre est divisée sur la question. Hein, parce que la Flandre est en fait tout autant divisée que la Belgique, hein, et notamment ces derniers mois, notamment après les élections du 26 mai et les résultats. On est presque dans une sorte de guerre de culture, hein, donc culture wars. Hein, quand on a vu, je ne sais pas si vous avez vu ou suivi toute la controverse autour de Pukkelpop avec Anouna de Wever qui est venue parler, et alors qui a été attaquée par des jeunes extrémistes nationalistes, Pukkelpop qui a enlevé le drapeau flamand, etc. Voilà. C'est vraiment une guerre entre Flamands, hein, presque. Donc, il faut aussi un peu arrêter de dire, voilà, tous les Flamands sont les mêmes, tous les francophones sont les mêmes. D'ailleurs, quand on analyse les résultats électoraux en Flandre, on voit aussi quand même assez de diversité interne, hein. En partie entre les villes et les régions plus rurales, même si ça c'est trop, parce que j'en ai parlé à Luc il y a quelques mois, c'est trop, même ça c'est trop simpliste, parce qu'il y a aussi encore des différences entre différentes villes. Donc voilà. Et d'ailleurs, parce qu'on parle toujours on a fortement une lecture du résultat électoral du 26 mai en disant, voilà, maintenant le fossé est total entre la Flandre et la Belgique francophone. Oui, c'est une lecture qu'on pourrait faire, mais d'ailleurs, bon, le fossé n'est pas nécessairement plus grand que dans le passé, mais on peut toujours faire beaucoup de lectures d'un résultat électoral. D'ailleurs, il y a généralement aussi une guerre de lecture qui se fait après les élections. Tout le monde essaye d'imposer sa vérité, sa lecture, son interprétation du résultat. Et bien sûr que des partis comme la NVA et le Vlaams Belang vont dire, voilà, l'interprétation phare, c'est le grand fossé. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de similitudes. Qu'est-ce qu'on a vu dans les élections? C'est que tous les partis traditionnels ont perdu. Donc les socialistes et les chrétiens-démocrates sont à un niveau historiquement bas des deux côtés de la frontière linguistique. Le VLD a le plus mauvais score depuis 1961, le MR depuis 1991. Aussi, tous les partis de gestion ont perdu. Donc c'est les partis traditionnels avec la NVA, fortement perdus aussi. Quels sont les gagnants des deux côtés de la frontière linguistique? Surtout les partis radicaux anti-establishment et les écologistes, avec quelques différences, surtout les écologistes à Bruxelles, déjà un peu moins quand même honnêtement en Wallonie et encore moins en Flandre, mais bon, un des seuls gagnants. Et là, il y a la différence, c'est que le vote anti-establishment se traduit en Flandre pour un vote Vlaams Belang et en Belgique francophone plutôt par un vote PTB, même si le PTB est aussi en Flandre le deuxième gagnant, hein. Et pour ça, il y a des tas de raisons, mais là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
beaucoup d'études d'opinion publique montrent qu'en fait, les différences, quand on sonde vraiment les néerlandophones et les francophones sur des questions spécifiques, on les a sondés encore récemment sur toutes les questions qui étaient dans le fameux test électoral de la VRT et de la RTBF. Donc c'est en fait toutes les politiques fédérales importantes. Et sur presque aucune des questions, il y a vraiment une différence fondamentale entre néerlandophones et francophones. Donc on pense quand même souvent la même chose, mais on vote très différemment. Et là, c'est bien sûr très intéressant d'interpréter pourquoi ce vote est différent, même si les opinions ne sont pas toujours. On en a déjà un peu parlé, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais... Jessica voulait rebondir. Oui, parlons d'une des plus grandes différences entre le nord et le sud de notre pays, et c'est la langue. Et voilà, je vous fais une confession ici, dans ce cercle de confiance. C'est que... C'est filmé, hein. Oui, à peu près. Tu fais ce que tu veux. Jusqu'au moment où moi je me suis engagée chez Groen, mon père votait pour la NVA. Et mon père, c'est, je dirais, un flamand très normal. Les gens comme chez eux, des gens qu'on rencontre au quotidien, c'est pas quelqu'un qui est payé pour s'occuper de la vie politique en Belgique, etc. Et il ne connaît pas du tout les spécificités techniques de BHV ou quoi que ce soit. Non, mon père, qu'est-ce qu'il vit? C'est que voilà, mes parents habitent donc en Brabant-Flamand, mais tout près de Bruxelles. Et donc, chaque dimanche, comme font beaucoup de familles flamandes, et j'assume aussi beaucoup de familles francophones, il va à la boulangerie. Et cette boulangerie se trouve à Evere, donc c'est déjà Bruxelles. Mais ce n'est que même pas 5 minutes à vélo. Et dans la boulangerie, et c'est une frustration que je me souviens même depuis mon enfance, il y a des étudiants qui travaillent, et donc mon père, il demande 5 pistolets. Ça, même moi, je comprends. Voilà. Mais donc, les rencontres dans la boulangerie, c'est peut-être une mauvaise boulangerie dans ce sens-là, mais mon père qui rentre à plusieurs reprises avec la frustration que à la boulangerie, on n'arrive pas à comprendre 5 pistolets. C'est peut-être un exemple extrême, hein, mais cette différence et cette sensitivité de langue et la manière de laquelle la NVA a pu jouer là-dessus me fait aussi penser à Cultural Wars, une guerre de culture qu'on a connue. Et tout honnêtement, encore une confession, moi aujourd'hui, en arrivant ici, c'est la première fois que j'arrive dans un week-end de Verpop, j'étais enchantée en entendant autant de gens francophones qui me parlaient en néerlandais. Et je pense que c'est vraiment une malcompréhension entre nous. Bon, il y a des gens qui sont plus doués, il y a des gens qui sont moins doués, mais cet aspect de langue reste très, très, très sensible, au moins du côté flamand. Et a poussé dans le passé, j'en suis sûre, avec mon père, plusieurs d'autres qui ont voté pour la NVA. Pas pour BHV, pas pour leur programme socio-économique, mais pour cet aspect de langue. Ça fait partie, Luc, de 10 points que tu relèves dans ton livre, sur les 10 points d'incompréhension, ce que la Flandre, ce que les Flamands ne comprennent pas à propos des francophones, et c'est entre autres notre inaptitude à commander des pistolets en flamand. Donc on ne parle pas flamand, et je trouvais que dans ce livre et ces 10 points d'incompréhension, ça cassait un peu le mythe des électeurs de la NVA sont des fachos, sont des gens d'extrême droite, sont des gens qui sont anti-francophones. Oui, déjà en 2010, donc la première grande victoire de la NVA. Donc après, il y a eu une étude universitaire pour voir qui sont ces électeurs. Et donc, si on regarde le taux de scolarité, ils étaient plus scolarisés que l'électeur moyen en Flandre. Donc déjà en 2010, dans l'électorat de l'NVA, il y a plein de gens qui ont fait des études universitaires. Donc ça, c'était le grand mythe du côté francophone. L'NVA, ce sont des gens qui viennent du Vlaams Belang, des votes protestataires, etc. Dès 2010, comme montre cette étude, l'NVA s'est transformé dans ce qu'on appelle en néerlandais un volkspartij. On ne peut pas traduire en français, sinon c'est Modric Amen. Parti populaire, c'est pas ça. Volkspartij, c'est quoi? Un parti qui a un électorat presque de centre-gauche vers le centre-droite, et dans le cas de la NVA extrême droite.
qui atteint des gens qui peut-être sont syndicalistes ou classe moyenne ou indépendants, etc. Et donc, ce qu'on vit en Flandre depuis 2010, c'est une concurrence atroce entre deux Volksparteien, entre le CD&V et la N-VA. Et donc, qui, pour l'instant, au niveau, lors des élections régionales et fédérales, c'est la N-VA qui est beaucoup plus grande que le CD&V. Au niveau local, c'est l'inverse. 2018, élection locale, là, le CD&V reste le premier Volkspartei. Mais donc, tout ça, juste pour dire que l'image de la N-VA du côté francophone, et là, la presse a certainement un rôle à jouer, n'est pas correcte. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un effet psychologique. Ce n'est pas scientifique ce que je vais dire, mais je pense que ça fait du bien de penser que la N-VA est un parti d'extrême droite ou plein de fachos. Alors, il ne faut pas parler avec ces gens-là. Donc, en même temps, c'est inquiétant et rassurant au même moment. Mais je pense que pour développer des stratégies politiques et pour éventuellement réinventer une nouvelle Belgique, il faut regarder la réalité en face, quoi. Ça, c'est très important, oui. Joyce, tu es pas mal placé pour savoir la manière dont les médias et francophones et néerlandophones abordent la N-VA et le Belang. Oui, effectivement, c'est encore une fois notamment aussi une question de langue et je voudrais revenir sur ce que tu disais. Je crois qu'effectivement, c'est un petit peu une frustration côté flamand de voir que les francophones ne parlent pas très souvent le français alors que pendant très longtemps... Je dis pendant très longtemps parce que la tendance est en train de changer, mais les Flamands ont toujours parlé un minimum de français ou se sont toujours débrouillés un petit peu en français. Maintenant, c'est l'anglais qui commence à prendre la relève. Et je crois que c'est aussi un côté, j'en ai marre, on en a marre d'apprendre le français. L'anglais, de toute façon, ça nous sert plus que le français. Donc, effectivement, le français est en chute libre, entre guillemets, et le niveau d'ailleurs aussi. Mais je crois que c'est frustrant. Moi, je le vis moi-même. Je suis francophone, mais j'ai vécu longtemps en Flandre et j'habite maintenant depuis longtemps à Bruxelles. J'avoue que quand j'entends un flamand parler ou un bruxellois néerlandophone parler en néerlandais dans un commerce et que je vois qu'on ne lui répond pas ou on lui répond en français, ça a tendance à m'irriter et je crois qu'un des domaines dans lesquels je suis peut-être le plus radical, c'est l'enseignement du néerlandais dans les écoles francophones. J'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi en Wallonie, ça n'a pas été il n'est pas obligé d'apprendre le néerlandais à l'école, alors que c'est quand même... Ah mais moi je l'ai appris. Hein. Oui, mais ce n'est pas obligatoire. À Bruxelles, c'est obligatoire. En Flandre, c'est obligatoire. En tout cas, si je ne me trompe pas, mais ça a longtemps été obligatoire d'apprendre le français. En Belgique, enfin en Wallonie, ce n'est pas obligatoire et j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que ça aiderait beaucoup si les francophones avaient des cours de néerlandais, même s'ils ont du mal à l'apprendre. Ça rapprocherait beaucoup les francophones des flamands et les flamands vers les francophones. Ça aiderait, je crois, beaucoup à améliorer les contacts, à améliorer les relations et à former effectivement un vrai pays. Puis, bon, pour en revenir aux questions des médias, effectivement, moi je travaille donc pour Dardar. Je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas. C'est donc un site qui traduit au quotidien des articles de la presse flamande en français. Principalement, on essaye de faire traduire des papiers d'opinion, des analyses, etc., pour donner tout simplement accès aux lecteurs francophones qui ne parlent pas néerlandais, donner un accès aux médias flamands, quels qu'ils soient, de tous bords. Ça va de pure players, de radicaux de droite comme le Doorbraak, à plus presque d'extrême gauche comme de Wereld Morgen, à tous les quotidiens plus traditionnels, entre guillemets, parfois très populaires, parfois de qualité, etc., pour donner un peu une vue d'ensemble et pour donner un autre point de vue et pour essayer on va dire, de jeter des ponts pour que les francophones comprennent un petit peu mieux. Parce qu'effectivement, il faut savoir que le monde médiatique flamand et le monde médiatique francophone, entre les deux, il y a un fossé assez gigantesque. Et justement, comment tu le qualifierais, ce fossé, vu que tu vois les deux côtés ? Mais je pense que les intérêts, déjà, sont différents. Ne fût-ce que pour les sujets qui sont traités. Moi, je m'amuse beaucoup à écouter le matin le journal de 7h sur la radio Haine et puis le journal de 8h sur la première. En général, les sujets qu'il y a en commun, c'est soit des sujets fédéraux, soit l'international. Et alors, encore une fois, ça dépend de la priorité qu'on y donne.
Mais plus globalement, c'est pas seulement non plus l'info ou les journaux ou le journal télé, radio, etc. C'est même aussi les plateaux télé, les émissions de reportage, les émissions de talk-show qui ont beaucoup de succès côté flamand et qui sont quasiment inexistants côté francophone. Ça crée une identité flamande qu'il n'y a pas côté francophone, puisque donc côté francophone, effectivement, on est pas mal tourné quand même vers la France, alors que les néerlandophones, les flamands, ont créé vraiment leur propre offre et ne se tournent plus, peut-être dans les années 70 encore, 80, mais depuis, ils ne se tournent plus vers les médias néerlandais des Pays-Bas, mais uniquement vers leurs propres médias. Et donc, tout ça fait qu'il y a effectivement une grosse différence. Et il y a dans le contenu aussi, je dois dire que quotidiennement, voilà. Et c'est ce que j'essaye d'apporter avec Dardar, c'est les sujets qu'on n'a pas, ou avec mes chroniques d'ailleurs que je donne à la RTBF ou au VIF, j'essaye de parler de sujets dont on a très peu parlé côté francophone, voire pas. Et avec Dardar, j'essaye aussi de donner, quand il s'agit d'un sujet qui a été donné des deux côtés, souvent il y a des opinions qui sont différentes, et donc c'est toujours intéressant de voir ce qui se dit, ce qui se pense côté flamand, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je donne le Doorbraak, parce que c'est un site proche du mouvement flamand, et donc qui donne la parole à la droite dure, mais aussi aux flamingants, et souvent les francophones parlent des flamingants, ne sachant pas très bien finalement ce qu'ils pensent ou pourquoi ils le pensent. Et donc je trouve ça pertinent de donner en français un texte qui a été rédigé par un flamingant pour essayer juste tout simplement de comprendre pourquoi ils pensent comme ils pensent, quelles sont leurs positions réelles. Voilà, donc... Je peux. Oui. Sur Dardar, donc je peux vous recommander vivement, et vous allez voir aussi que la NVA et le Vlaam Belang n'ont pas du tout, disons, l'hégémonie culturelle en Flandre. Au contraire, depuis 10 ans, il y a des débats, il y a des luttes, il y a de la résistance des syndicats, de l'associatif, la société civile, etc. Et donc, ouais, moi, je suis comme toi, Joyce, les deux médias. Hein. J'écoute la RTBF et la VRT, je lis la presse le soir et le Standard, etc., etc. Et donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de débats, et de débats importants, en Flandre qu'en Belgique francophone, où c'est beaucoup plus calme, et où il y a l'hégémonie du parti dominant beaucoup plus fort. Je ne dois pas vous expliquer de qui je parle. Et donc là aussi, il y a, je pense, une perception à corriger. On parlait de aussi encore ajouter une chose. Je voulais aussi dire, je suis complètement d'accord avec Joyce sur ce qu'elle a dit sur l'enseignement du néerlandais en Belgique francophone. C'est quand même un peu hypocrite aussi de la classe politique francophone, d'un côté de dire « Ah, on aime la Belgique, on veut rester ensemble avec les néerlandophones, vive le fédéralisme belge, oh, les nationalistes, ils sont mauvais, ils veulent scinder le pays », et en même temps de ne pas apprendre aux enfants l'autre langue, d'ailleurs de la communauté majoritaire, mais bon, même ça, c'est pas important que ce soit majoritaire ou pas, de l'autre grande communauté du pays. Il y a quand même quelques flamands dans la salle, c'est bien. Non. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est pas correct. Et d'ailleurs, je trouve, donc parce qu'en Wallonie, les enfants qui ont 12 ans en première année secondaire doivent choisir entre l'anglais et le néerlandais. Moi, je trouve que c'est un choix criminel, parce que les deux langues sont importantes, ne fût-ce que pour des raisons économiques, plus tard pour trouver un travail, mais aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons sociétales en Belgique. Donc ça, effectivement, je ne comprends pas très bien. Sur les médias, j'ai fait ma thèse de doctorat aussi sur le rôle des médias dans les relations communautaires et la manière dont les médias flamands parlent de la Belgique francophone et inversement. Bon, d'abord, on ne parle pas assez de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique, et c'est pour cette raison-là aussi que depuis des années, je soutiens Dardar, qui est une initiative géniale, donc lisez et soutenez absolument. Il y aura une petite tirelire à la fin. Voilà. Vous voulez soutenir Dardar. Mais il y a aussi une responsabilité politique à nouveau dans l'enjeu médiatique, dans le sens où ça fait des années que tant les journalistes néerlandophones que francophones me disent tout le temps «
Ah, ça fait toute la semaine qu'on a essayé de joindre tel ou tel ministre de l'autre côté de la frontière linguistique, mais ils ne veulent pas venir. Hein. Ils ne veulent pas venir expliquer leur politique. Souvent, ce sont des ministres fédéraux. Hein, et là aussi, il y a quand même un vrai problème de légitimité démocratique. Donc, on est ministre fédéral. On prend des décisions, on fait des politiques qui ont un impact sur tous les gens du pays et on refuse d'aller expliquer ces politiques et d'aller en débattre à la moitié des gens de ce même pays. Francophones qui refusent d'aller parler aux... Et inversement. Oui, parce que je crois qu'inversement, la seue fois où la RTBF a eu Theo Franken, c'était après le scandale de vente de visas. Ils ont toujours refusé, la NVR refuse de venir à la RTBF. Il y a aussi Non, mais le problème existe des deux côtés. Hein, oui. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que des deux côtés, on pense que le problème est surtout dans une direction. Hein, donc, mais effectivement, c'est des deux côtés. Et là, on voit un autre élément, c'est bien sûr quand même un élément fondamental problématique dans notre système fédéral, c'est le fait que tous les partis politiques sont scindés. Hein, et donc, le dimanche matin, pour un politique néerlandophone, qu'il soit ministre fédéral ou pas, c'est plus intéressant d'aller au marché du coin, aller serrer quelques mains de gens qui pourraient voter pour lui ou pour elle, que d'aller dans une émission le dimanche midi où il n'y a que des gens qui regardent, qui peuvent pas voter pour le politique en question. Et donc c'est pour ça aussi que depuis 15 ans, même plus, se défend l'idée d'une circonscription fédérale, hein, qui est d'ailleurs aussi défendue par Écolo, peut-être pas toujours assez fortement, mais quand même, et par Groen bien sûr. Parce qu'il y a quand même un vrai problème démocratique dans notre système fédéral. On est gouverné par des gens, mais on ne peut pas voter pour eux, pour les partis en tout cas, qui sont très centrales dans le système belge. On est gouverné par des gens qui ne sont pas toujours bilingues aussi, et ça, personnellement, je trouve problématique également. Oui. Au fédéral, je parle. Oui, au fédéral. Je trouve aussi qu'un ministre fédéral devrait quand même avoir une connaissance des deux langues. Mais c'est ça justement qui est la recherche de la collaboration entre Groen et Écolo, parce que c'est vrai qu'il y a des différences et que parfois ces différences sont difficiles à expliquer, mais notre raison d'être est justement de surmonter de ces différences et de montrer qu'on peut travailler ensemble, même avec ces différences. Et donc, les échanges qu'on a dans nos partis... Oui, bon, merci, c'est un peu un match domestique aussi. Donc. Non, mais c'est Jean-Marc qui a applaudi, t'inquiète. Merci, Jean-Marc. Non, mais je veux dire, les réunions que nous avons les jeudis, quand on a nos réunions de groupe, partager les réunions de groupe de travail, quand on travaille vraiment sur le contenu des commissions, c'est vrai que moi, parfois, je ne connais pas un mot spécifique technique et que j'essaye de le décrire, ce que je veux dire, et voilà, j'ai appris un nouveau mot en français, etc. Mais à part juste ces petits problèmes pratiques pour travailler ensemble, on arrive à se comprendre. Je pense que j'ose dire qu'on est beaucoup plus consciente des différences qui jouent à travers les frontières linguistiques, justement parce que nous partageons ce travail quotidien, parce que, allez, quand je traverse mon bureau, je vois Gilles Van den Burre en face de moi, à côté de moi, il y a Georges Quinet. On se croise toujours, on discute, on parle de leur interview le matin qui a été en néerlandais ou en français, etc. Et c'est ça le quotidien chez Groen Écolo. Et c'est ça, justement, quand notre pays fonctionne. Et donc, ça me fait mal au cœur d'entendre, c'est vrai hein, qu'on parle de démocratie, etc. Mais... c'est pas notre pays qui ne fonctionne pas. C'est peut-être le système politique qui a ses défis, mais je pense que nous montrons au quotidien avec Groen Écolo que nous arrivons à surmonter ces problèmes politiques et à vraiment travailler sur un projet pour la Belgique. Et c'est pour ça que, allez, j'en suis très, très chaude. On aurait voulu conclure maintenant, ça aurait été super. Mais... même si on a tous très chaud, c'est pas encore tout à fait la fin. Je voudrais revenir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure. Les francophones qui sont demandeurs de rien, est-ce qu'en disant « nous, on est demandeurs de rien », est-ce que c'est une position neutre ou est-ce que c'est finalement jouer un jeu bizarre dans une pièce qu'on n'a pas spécialement choisie ? Oui, nous ne sommes Question pas orientée, hein, oui, tu auras remarqué. Oui. Ben, nous ne sommes demandeurs de rien, ça veut dire veto, quoi. Et donc ça, c'est pas tenable. Et c'est un peu ambigu, même hypocrite, quoi. Donc, si en fait, va te faire foutre, quoi. Mais donc, je pense qu'il faut faire l'inverse.
Je vais rêver pendant 5 minutes. OK, donc c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Parce que la question est, alors, si on ne dit pas, on n'est pas demandeur de rien, qu'est-ce qu'il faut dire? Supposons que, les francophones disent, eh bien, la frontière de Bruxelles, de la région bruxelloise, on le respecte. Mais on attend des partis flamands que vous arrêtez de dire qu'il faut supprimer la facilité. Autrement dit, on ferait en fait ce qu'un politologue hongrois qui s'appelle István Bibo a dit il y a quelques décennies. Pour faire fonctionner une fédération, il y a une condition absolue à respecter. Tu respectes les frontières donc dans le pays, et tu respectes les droits des minorités. Et donc pour la Belgique, ça c'est la région bruxelloise, les frontières. Donc arrêtez s'il vous plaît de dire qu'il faut étendre Bruxelles, c'est mortel pour la survie et pour le fonctionnement du pays. Et évidemment, les partis flamands doivent arrêter à dire que oui, en fait, il faut supprimer les facilités linguistiques. Mais ça serait possible dans un grand accord belgo-belge. 2, évidemment qu'il faut investir beaucoup plus dans des initiatives comme Dardar, etc., et des initiatives échange d'écoliers, etc., étudiants universitaires, ça va de soi. Et 3, et j'ai organisé hier matin un débat avec Olivier Luminet sur ce qu'on appelle le dialogue des mémoires. Ça, c'est quoi? Et je pense que c'est peut-être la partie la plus importante de mon livre. Donc, on vit dans un drôle de pays où il y a en fait 2 mémoires collectives. Les francophones et les néerlandophones n'ont pas la même mémoire de, par exemple, Leuven-Vlaams, okay? Ou de la Deuxième Guerre mondiale, collaboration et épuration, de l'action à Strépitieux de Wever en 2005. Hein, vous vous souvenez, c'était une humiliation. Il faut peut-être rappeler ce que c'était exactement. Oui. Donc, de Wever qui a organisé une action avec 10 ou 11 camionnettes pour symbole de transfert financier de la Flandre vers la Wallonie. Et donc, ça a été aperçu et comme une claque, une humiliation. Mais les Flamands ne savent pas. Et donc, que dit Olivier Luminet? Comme il y a 2 mémoires collectives, il faut se parler, il faut organiser des ateliers, des séminaires, il faut mettre les gens autour de la table pour parler du passé. Et tant qu'on ne comprend pas comment l'autre a vécu le passé, on va continuer à recycler la vieille caricature, ne pas se comprendre, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement le langage, la caricature, mais il faut reparler de 70 dernières années, de l'affaire royale, etc., etc. Et tant qu'on ne fait pas ça, c'est une partie de la population, parce que vous allez dire, oui, mais les jeunes et la question royale, ils ne savent plus rien. OK, mais une partie de la population, par exemple en Flandre, et ça a été déjà dit, si tu regardes qui est, avant le débat, qui est militant chez la NVA et le Vlaams Blok, il y a beaucoup de gens qui sont des enfants, petits-enfants, des collaborateurs, qui, de génération en génération, racontent la même histoire, quoi. Et donc, ça, c'est un défi. Et donc, je vous recommande de lire le livre d'Olivier Luminet, que vous pouvez acheter là au stand d'Utopia. C'est vraiment, pour moi, le livre à recommander, un des livres les plus importants pour comprendre, parce qu'ici, c'est un tout petit résumé, les difficultés, parfois, certaines difficultés à vivre ensemble en Belgique, quoi. Et concrètement, maintenant, on fait quoi, à part un Grenelle de la Belgique, de l'histoire de la Belgique? Dave, c'est ton tour. Trouve-nous la solution. On jette des ponts. On fait quoi avec quoi? Avec la Belgique en général, avec les gouvernements. Avec quelle Flandre aujourd'hui? Dans quelle Belgique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de la situation aujourd'hui? Comment Luc dit qu'il faut réécrire l'histoire ensemble? Est-ce que ça te semble une piste de solution ou la solution? Et concrètement, si tu devais proposer, si tout le monde t'écoutait, tu ferais quoi? Tu proposerais quoi comme solution aujourd'hui pour avancer? J'ai déjà proposé quelques pistes de solutions. Par exemple, pas une critique, un meilleur enseignement des langues. Donc, tu as dit tout à l'heure... Madame est prof de langue. Voilà. Effectivement, je donne aussi un cours à l'Université Saint-Louis, Bruxelles. C'est un cours en néerlandais.
Et depuis quelques années, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont passé une partie de leur scolarité en immersion, généralement en Wallonie ou à Bruxelles, ou qui ont suivi des cours en Brabant flamand dans des écoles néerlandophones, comme enfants de francophones qui sont venus habiter le Brabant flamand. Et donc tous ceux qui viennent de l'immersion, leur néerlandais est presque parfait, hein, c'est incroyable. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément fondamental. Bon, si on ne fait pas l'immersion, faisons quand même au moins déjà une bonne éducation des langues des deux côtés. Circonscription fédérale, ça reste quand même fondamental aussi si on veut vraiment qu'on garde une Belgique fédérale et que ça fonctionne mieux démocratiquement, mais aussi que les politiques soient pas seulement à l'écoute des électeurs de leur propre communauté, mais qu'ils soient à l'écoute de tous ceux pour qui ils ont l'ambition de gouverner. C'est logique que les gens doivent pouvoir voter pour aussi des candidats de l'autre côté de la frontière linguistique. C'est évident. Autre chose, je crois aussi que... Et là, en fait, donc... Dans le passé, le débat sur la description des compétences était toujours unidirectionnel. Hein. Donc on disait toujours, voilà, quelles compétences est-ce qu'on va scinder, hein. 6 réformes de l'État, ça s'est passé comme ça. Et alors il y avait certains partis qui disaient, on veut beaucoup scinder ou tout scinder, d'autres qui disaient, non, on veut scinder un tout petit peu. Un parti voulait scinder la compétence A, l'autre la compétence B. Enfin, le débat était limité à cela. Ces dernières années, on a quand même vu un nouvel élément dans le débat sur la réforme de l'État, c'est aussi la question de la refédéralisation de certaines compétences. Parce qu'il y a quand même des analyses qu'on peut faire, qu'on touche aux limites de la complexité en Belgique, qu'en fait, avoir scindé certaines compétences, ça a rendu les choses plus difficiles, hein, parce que souvent... C'est vrai que dans le temps, ce n'était pas toujours facile, dans un gouvernement national, de trouver un accord entre 2 communautés, 4 partis, etc. Mais souvent, et alors c'est logique de dire, mais scindons, et alors les Flamands font leur truc dans leur coin, les Wallons font leur truc dans leur coin, et les Bruxellois aussi. Le problème est réglé. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, hein. Donc, la Belgique est un pays très enchevêtré. Notamment les limites de Bruxelles, ce n'est pas des limites socio-économiques d'une région. Hein. Donc Bruxelles, c'est aussi le Brabant flamand et le Brabant wallon. Je suis d'accord qu'il ne faut pas changer la frontière linguistique, c'est un autre débat. Mais donc, par exemple, cette semaine, on a parlé de la taxe kilométrique. Bruxelles veut introduire une forme de taxe kilométrique. Alors tout le monde dit directement, ah oui, mais non, Bruxelles ne peut pas faire ça tout seul. Ok, c'est leur compétence juridique, mais ça va créer une situation kafkaïesque si Bruxelles fait un autre truc et la Flandre et la Wallonie, en plus les Flamands vont payer 2 fois, etc. Et l'analyse est juste. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble avec les 3 régions. Les 3 régions, c'est qui? Aujourd'hui, avec les nouvelles coalitions, c'est 9 partis politiques différents. Donc, est-ce que c'est vraiment plus facile, vous croyez, de trouver un accord entre 9 partis politiques qui sont dans 3 gouvernements différents, qui ont un incitant à se bloquer les uns les autres parce qu'ils sont concurrents et donc pourquoi est-ce qu'ils arriveraient à un accord? Est-ce que c'est vraiment plus facile que de le faire dans un gouvernement avec 4 partis? C'est quand même une question importante. Bon, maintenant, après le résultat électoral du 26 mai, il faudra voir si le débat sur la refédéralisation ne disparaît pas un peu. C'est pas vraiment l'air du temps. Hein. Non, mais quand même, je trouvais intéressant que ces dernières années, il y a des gens, notamment, Christophe est ici, hein, qui portent ça chez Groen, des gens aussi au VLD comme Alexander De Croo, même des gens au SPA comme Jasmin Kerbach à Anvers par exemple, même des gens au CDNV. Donc voilà, c'est quand même intéressant aussi de voir que, et ça c'est la seule solution, je crois aussi, si on parle de redistribuer les compétences, voilà, soyons ouverts. Si c'est pas un débat nationaliste mais un débat rationnel, alors ça doit aller dans les 2 sens. On a eu le cas aussi avec le climat, hein, l'acte qui n'a pas été signé par la Belgique parce que les Flamands, les Wallons, les Bruxellois n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Enfin, surtout les Flamands n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux et donc ont finalement bloqué toute la Belgique à signer. C'est vrai que globalement, on peut se poser des questions. Après, la question de base, c'était quoi? On fait quoi maintenant? Voilà, je pense que nous, en tant que citoyens, on peut faire pas mal de choses. On n'est pas responsable politique. Toi, tu l'es, Jessica, et d'autres le sont sans doute ici. Donc là, c'est à eux de jouer. Mais je crois que nous, en tant que citoyens, voilà, moi, avec Dardar, par exemple, sans vouloir revenir dessus, c'est vrai que je tente de jeter des ponts. Je crois que ce qui serait important, outre effectivement la langue, apprendre les langues. Je pense que peut-être même retravailler le contenu des cours. Je crois que Ik ben Piet, Ik ben Jan, en wie is in de keuken, ik ben in de keuken, ça emmerde sans doute un petit peu tout le monde.
Je pense que faire des échanges de classes, aller visiter des classes en Flandre et vice-versa, essayer de pousser aux conversations, parce que finalement c'est en discutant avec l'autre. Les enfants sont comme des éponges et finalement se débrouillent toujours pour essayer de se comprendre l'un l'autre et apprennent finalement très vite, on le sait, ils apprennent plus vite que les adultes. Si dès le départ, dès leur plus jeune âge, on les mixe, je crois que ça pourrait vraiment apporter un changement à plus long terme à notre société belge. Et je crois que ce genre de... Si on réfléchit, je ne sais pas, il y a sans doute des think tanks qui existent, mais à des manières de justement rapprocher, je crois que l'idée effectivement de discuter du passé est très intéressante, puisque moi je reprendrais juste comme exemple médiatique les déclarations de Jan Jambon sur les collaborateurs qui avaient fait un scandale absolu en Belgique francophone. Oui, qu'en tout cas, ils avaient leur raison. Ils avaient leur raison. Ça avait fait un scandale sur plusieurs semaines, limite côté francophone. Côté flamand, il faut bien l'admettre, dans les médias, on n'en a que très peu parlé. Enfin, on en parlait, on relevait le fait que cette déclaration avait fait polémique, mais ça n'a pas fait la même polémique. La raison est clairement lié à ce que Luc disait. Le passé, la manière dont on perçoit le passé est différent. Je pense que donc aussi intéresser l'autre côté de la frontière à comment l'autre a vécu. Je donne un exemple. Il y a une super série documentaire qui a été faite par Koen Arts sur justement les enfants de la collaboration, donc ceux qui ont vécu comment leurs parents ont été, entre guillemets, lynchés au lendemain de la Seconde Guerre parce qu'ils étaient collaborateurs. Et donc, ces enfants-là qui n'ont rien demandé ont pu exprimer toute leur souffrance de ce vécu. Mais pourquoi est-ce que ça ne passe pas en Belgique francophone, ce genre d'émission? Moi, j'avoue que... parce qu'on a Joséphine Ange Gardien. Ça me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un média francophone n'achète pas et ne sous-titre, s'il vous plaît, ne doublez pas, parce que s'il vous plaît, si vous voulez apprendre une langue, écoutez le truc en néerlandais et lisez le sous-titre en français, mieux encore en néerlandais d'ailleurs aussi, mais chaque chose en son temps. Mais voilà, c'est le genre de choses qui... dans le quotidien, devrait changer, je pense, pour qu'un minimum, les gens commencent à se comprendre et donc à ne plus avoir ce genre de clichés typiques qui existent encore et toujours aujourd'hui entre francophones et flamands. Et aujourd'hui, si on dit qu'on a une Flandre à droite, 75% des votes aux dernières régionales sont allés à des partis de droite et une francophonie, et une Wallonie, une fédération Wallonie-Bruxelles à gauche, est-ce qu'on est dans le bon, et est-ce que cette image de deux démocraties qu'essaye parfois de vendre la NVA, mais avec une idée derrière la tête évidemment, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment dans un pays avec deux idéologies différentes? Non. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous donne un exemple. Donc, en 2016, il y a une AG du CDMV, très important, et les jeunes CDMV mettent un amendement sur table pour demander quoi? Un débat sur la refédéralisation de certaines compétences. Attends, les jeunes CDMV. Et donc, si vous regardez les jeunes qui ont organisé les manifs climat, etc., donc, apparemment, il y a une certaine polarisation. Oui, il y a les jeunes qui sont fans de Dries van Langenhove, et on a vu les résultats des élections, etc. Mais en même temps, il y a une autre tendance. Il y a toute une partie des jeunes qui n'ont absolument rien à voir avec ce nationalisme, etc. Et donc, qui regardent ça d'une façon beaucoup plus... Ils ne sont pas belgicistes non plus. Ça, c'est autre chose. Mais ils regardent tous ces dossiers d'une façon très neutre, un peu pragmatique et d'un point de vue efficacité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut voir, si on regarde ce qui se passe en Flandre, on peut être très optimiste ou très pessimiste. Et ça dépend de vous. Mais pour répondre à la question que faire, il y a des choses très simples que vous pouvez faire. OK ? Modifier les décrets sur l'enseignement et donc rendre obligatoire le néerlandais, il faut changer un article dans un décret. Merci d'avance. OK? Justement, il y a des négociations. Oui. Période transitoire pour la formation des enseignants et des profs, etc. Pas de problème. 2, sous-titrage à la RTBF, etc.
faites-le, quoi, s'il te plaît. Échange d'émissions aussi, ce serait bien. Oui, reste pour moi la question, et ça c'est pour moi la plus difficile. Si vous regardez ce qui s'est passé en Flandre les 30 dernières années avec les réformes de l'État, etc., évidemment, derrière les discours politiques, il y a un mouvement, il y a un projet flamand porté par des acteurs importants en Flandre. Okay, et ce projet est là. Okay, et je parle de pro d'université, pas toi, le VOCA, etc. Quoi. Donc, ils veulent une Flandre plus forte. OK. Les Bruxellois ont leur projet. L'identité bruxelloise se renforce d'année en année. Okay. Le projet wallon, c'est à vous de me l'expliquer. Je vois plusieurs projets wallons et des wallons avec un projet, mais je pense, je ne vais pas vous choquer, qu'il n'y a pas de l'unanimité autour d'un projet wallon et vous continuez à discuter sur Fédération Wallonie-Bruxelles ou Région Wallonne, etc. Tout ça, c'est très important et fondamental, mais ça n'aide pas. Et ce qui manque, évidemment, c'est un mouvement post-belge ou nouvelle-Belgique, quoi. Parce que où est le mouvement, où sont les actions sociales, où sont, à part quelques initiatives intello-chercheurs, etc., qui défendent une nouvelle Belgique, une autre Belgique, une Belgique fédérale forte. On ne les entend pas. Il n'y a pas de mouvement, quoi. Et donc là, je suis inquiet, parce que je pense que les gens qui disent « Oui, mais 90% des Flamands ne veulent pas d'une Flandre indépendante », c'est vrai. OK, mais tant qu'il n'y a pas de mouvement qui est ancré à Bruxelles, en Flandre et Wallonie, qui défend et qui est d'accord sur un projet belge, post-fédéral ou comment est-ce qu'on l'appelle, là, c'est difficile, quoi. Parce que les Flamands, les nationalistes flamands risquent d'avancer, quoi. 7e réforme, 8e réforme, etc., quoi. Et à la fin, au niveau belge, bon, presque plus rien. Soit, ça, c'est la lecture, disons, pessimiste, mais retenez surtout cet amendement des jeunes CDMV. Ça, c'est très important. Et tous ces jeunes en Flandre qui se mobilisent, et si on parle néerlandais, français, espagnol, en japonais, on s'en fout, quoi, tant que le projet avance. Et ça, c'est important à signaler. Je vais laisser Jessica conclure. Tu peux refaire ta conclue, elle était bien. Non, mais je vais répondre à les deux dernières questions en une fois. C'est-à-dire, donc, est-ce qu'il existe deux démocraties? Non. Mais c'est ce qu'en font les partis politiques. Parce que les autres partis politiques ne fonctionnent pas comme Écolo Groen, comme je viens de vous décrire tout à l'heure. Mais les gens, à la fin du mois, s'inquiètent sur combien de sous il reste sur leur compte, s'inquiètent sur cette pauvreté qui a augmenté. Et là, je reprends comment j'ai commencé, s'inquiètent sur leur âge de pension, etc. Et je pense que ce sont des choses qui sont partagées entre la Flandre et la Wallonie. Et donc, à nous, les politiciens, et donc ça, c'est ma réponse à la deuxième question, que faire maintenant? De se mettre au boulot. Il y a 1,25 million de Belges qui n'ont pas voté, qui ont voté blanche ou qui ont fait des votes fausses pendant les dernières élections. C'est un montant énorme. Et ça veut dire que ce pays a absolument besoin d'un projet, d'un nouveau projet, et là je rejoins Luc, dans lequel les Belges, nous les Belges, peuvent se reconnaître et avec lequel nous pouvons maintenant discuter de notre avenir ensemble. Et donc, je termine peut-être avec ce mot, SAM ensemble. C'est un peu le deuxième baseline de la collaboration entre Groen et Écolo, mais je crois vraiment que c'est ça la piste qu'il faut prendre maintenant dans la politique, si on veut vraiment mettre en pratique l'idée qu'il y a plus qui nous unit que qui nous divise. Et voilà, donc moi j'ai hâte à me lancer et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Enfin, maintenant dans le bar et à partir de lundi, je regarde mes collègues dans le Parlement. Si tout le monde n'est pas encore mort... Si, oui, bah ouais, moi aussi. On avait prévu une séance de questions-réponses. Sinon, déclencher le truc incendie, je sais pas que ça s'arrose. Ousque patati. Celui-là même. Ouais, au cri. Ah oui. Allô ?
En fait, par rapport à toutes les propositions qui ont été faites pour améliorer la compréhension des francophones, devoir de mémoire, puisqu'on ne l'a pas dit comme ça, apprentissage des langues, et quand bien même tous les Wallons et tous les francophones deviendraient de parfaits bilingues, j'ai pas l'impression qu'on va vraiment mieux s'entendre, on va juste mieux se disputer, puisqu'on parle la même langue. On le voit bien ici, chez les francophones, on a plusieurs partis, ils parlent la même langue, ils font que se taper sur la gueule, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et d'autant plus où on parle à son électorat, on a juste le meilleur ennemi de l'autre côté. Donc voilà, on a tout intérêt à taper sur quelqu'un qui ne peut pas venir se défendre chez nous, et vice-versa encore en Flandre, plutôt qu'essayer de trouver un projet commun, puisqu'on ne va absolument pas faire ça. Donc quand bien même on trouve toutes les solutions qui ont été, on applique toutes les propositions qui ont été faites ici, est-ce que ça va vraiment créer vraiment un contexte dans lequel les divergences, les conflits vont cesser? Je vais peut-être vite répondre juste de ma part. Je pense qu'il y a deux niveaux différents à distinguer. C'est que ce projet en commun, c'est au niveau politique. Et c'est là qu'il faut vraiment réaliser le cadre dans lequel nous pouvons réaliser que, par exemple, il y a plus d'échanges dans les médias, que l'enseignement donne plus d'opportunités à l'immersion, etc. Mais quand on parle des gens qui peuvent se comprendre, on parle des gens dans la rue. Et ces gens, maintenant, ne se disputent pas et ne vont pas non plus se disputer. C'est plutôt qu'il faut créer des opportunités de rencontre entre les gens et en leur donnant l'opportunité d'avoir une base partagée de compréhension. Je ne pense pas que le but est de rendre tout le monde bilingue. C'est le point de départ où au moins nous enlevons un terrain fertile de frustration entre le Nord et le Sud, de pouvoir pointer le doigt et de dire voilà les autres qui ne font pas d'efforts. Je vais ajouter un point important. Il y a chaque jour des dizaines de milliers de néerlandophones et francophones qui travaillent ensemble. Fonction publique, SNCB, Proximus, société civile, syndicats, etc. Et parfois c'est difficile, parfois c'est pas difficile, etc. Mais donc il ne faut pas non plus... ça c'est un élément important à signaler. Que chaque jour, ces gens-là travaillent ensemble. Ils parlent un peu le français, un peu le néerlandais, etc. Et ça va, quoi. Donc, c'est bien possible. Si on veut, on peut. Ça, c'est pour moi le résumé. Si on ne veut pas, alors on tire la prise. Je crois que le but n'est pas de créer un monde de bisounours. Il y aura toujours des gens qui voudront se disputer, c'est certain. Mais je pense que le problème entre flamands et francophones, c'est beaucoup basé sur un problème linguistique de compréhension. Une fois que la compréhension est là et que la discussion peut se faire, je crois que les deux côtés se rendraient compte qu'ils ont plus de choses en commun, comme on a pu en parler, que de grosses différences. Et encore une fois, effectivement, quand on parlait de la frustration qu'ont les Flamands, que les francophones ne parlent pas néerlandais, je pense que beaucoup de Flamands apprécieraient si les francophones commençaient à se mettre à parler mieux le néerlandais. Je serai très court parce que je me trouve entre vous et le bar avec ma réponse. Mais je crois que ce ne sont peut-être pas des conditions suffisantes, mais peut-être quand même des conditions nécessaires pour un meilleur vivre ensemble. Et je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment lire cette étude universitaire qui a été faite, et ce n'est pas la première fois, où donc on a sondé tous les flamands et les francophones, enfin pas tous, mais un échantillon représentatif, sur quasi toutes les politiques fédérales, et où on voit que les différences sont vraiment minimes. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et la question à se poser, c'est comment ça se fait qu'au niveau politique, alors, le fossé est si grand, tandis qu'il l'est beaucoup moins au niveau de l'opinion publique. Ça, je pense sincèrement qu'une des réponses, et après vraiment on vous laisse, est liée à un manque de personnalité forte côté francophone. Je crois sincèrement que Bart de Wever a vraiment accaparé, d'une certaine, comme j'ai entendu Florence dire, c'est un monstre de la com. C'est effectivement un monstre de la com qui est très doué pour parler, pour être sur les plateaux, etc. Et je pense que qu'est-ce qui a fait notamment que côté francophone, il n'y a pas la montée de l'extrême droite, c'est qu'au niveau radical d'extrême droite, il n'y a pas un personnage charismatique et fort et symbolique comme on a pu avoir côté néerlandophone. C'est une des raisons, selon moi.
Ça va, je ne vais pas faire une blague sur Georges Louis. Geneviève, une petite question. Voilà, bonjour. Je fais partie de ces francophones qui travaillent avec des néerlandophones. Je suis fonctionnaire fédéral. Je passe d'une langue à l'autre toute la journée. Ik ben niet perfect tweetalig, maar ik trek een plan. Moi, donc je parle régulièrement avec mes collègues. Certains, j'en connais, qui votent NVA, voire Vlaams Belang. Moi, j'ai un problème avec ça parce qu'il y a aussi ces deux pôles qui sont très incompréhensibles rationnellement pour moi, à savoir, d'une part, la phrase de Bart de Wever, que d'ailleurs, Luc, tu cites dans ton livre, à savoir que Bart de Wever, il a dit « Moi, de toute façon, je prends mes ordres au vocat ». Hein, donc, ça veut dire l'extrême droite socio-économique au niveau de tout ce qui est socio-économique, c'est une politique de droite vraiment très forte et qui favorise les très riches, les multinationales et ainsi de suite, et pas les petits indépendants. Enfin bon, ça c'est une autre part, je ne vais pas faire un discours là-dessus. D'autre part, il y a ce problème de mémoire par rapport à la guerre, les enfants de collaborateurs. Moi, j'ai vu des fiches il y a donc des fonctionnaires qu'on n'appelait pas encore fédéraux à l'époque, dont la fiche a été barrée d'un civique après la guerre, donc qui était dans l'impossibilité d'être recruté. Il y a une mémoire par rapport à ça. Et moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, c'est que quelque part, au niveau des Flamands qui votent NVA, il y en a beaucoup qui ont voté pour une politique de droite, et il y en a d'autres parce qu'ils étaient dans cette mémoire de la guerre. Et moi, je ne sais pas très bien ce que faire par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est très émotionnel parfois. Et rationnellement, je me dis, mais ça n'a pas de sens, quoi. On est 2 générations après. Du côté wallon, il y a eu aussi des collaborateurs qui ont été aussi punis. Il y a eu aussi enfin, moi, je ne comprends pas. Et je suis pourtant en contact continu, mais je suis parfois perturbée. Et je ne sais pas très bien quelle attitude avoir par rapport à ça. Okay. Je ne sais pas si ma question est claire, parce que ce n'est pas évident, c'est assez complexe. Je vous invite le 3 octobre au Sénat. Il y a un colloque sur ça, avec des résultats de recherche scientifique, notamment d'Olivier Luminet, sur les enfants et les petits-enfants des collaborateurs et des résistants. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette période à ce moment-là et après. Et ce sera très touchy, ce sera dans les médias, ce seront des débats difficiles. Et quelque chose que j'ai appris hier matin d'Olivier Luminet, en Belgique, on pense d'avoir beaucoup de débats. Ce n'est pas vrai. On évite les débats difficiles, tout le temps. Et donc, on est là, frustrés dans notre coin. Et puis, au moment qu'on peut voter, il y a des gens qui vont se venger. Maintenant, c'est à moi. Je me suis tué pendant 10 ans, 50 ans parfois. Oups, je vote pour tel parti ou tel parti, quoi. Et donc, c'est le moment, ce sera difficile à débattre de tout ça, quoi. Et avoir ce grand dialogue de mémoire, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut le faire. Ce sera difficile, ce sera beaucoup d'émotions, mais c'est nécessaire de le faire. Moi, je voudrais quand même un peu nuancer l'importance de passer de la collaboration dans le vote pour la NVA ou le Vlaams Belang. Je crois que c'est très important pour comprendre ces partis politiques et leur cadre et d'où viennent ces gens et qu'est-ce qui les motive dans leur engagement politique au quotidien. Ça, c'est autre chose. Et là, je rejoins aussi largement ce qu'a dit Luc tout à l'heure. Mais c'est l'électorat, je crois vraiment, sauf si c'est certain, hein, mais c'est la plupart des électeurs de ces deux partis, c'est vraiment pas une motivation de vote très importante aujourd'hui. Hein. Aucune étude le démontre en fait. Il y a des éventails partout. Je cherche Zakia désespérément, mais je ne la vois pas. Une toute dernière. Merci. Moi, je voudrais juste apporter une petite pierre à l'édifice des ponts, finalement, ou des contributions qui permettraient peut-être de rapprocher les deux communautés. Et ça tombe assez bien parce que j'ai fait un Green Talk tout à l'heure sur le service citoyen de Samen Levingsdienst. Et
comme ça, on devait s'en tenir à 8 minutes, j'ai été obligé de retirer un texte que j'intitule ici, que je viens de ressortir là, texte retiré mais que j'aimerais quand même bien placer. Et je vais juste vous lire. Ça arrive toujours à un moment. Hein. 15 secondes. C'est pas pour dire, mais les problèmes communautaires avec le service citoyen se seraient réglés en 2 coups de cuillère à peau. Ou disons plutôt en 2 ou 3 générations. Quand lors de nos formations, nous mélangeons une promotion francophone et une promotion néerlandophone. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté à l'exposé, on organise le service citoyen en promotion de 25 jeunes, et voilà, de tous les horizons socio-culturels, et on essaie justement de mélanger aussi des francophones et des néerlandophones, mais aussi d'organiser des formations avec des promotions francophones et néerlandophones. Eh bien, quand nous mélangeons ces promotions francophones et néerlandophones, en général, la première heure est plutôt réservée, voire tendue. Nous avons eu des jeunes liégeois qui ne voulaient pas parler aux flamands. Inversement, nous avons eu des flamands qui avaient peur des wallons. Mais dès la première pause et la première cigarette, et surtout à l'heure de table et le premier verre pris ensemble, les appréhensions tombent, les clichés et les imaginaires de défiance entretenus par certains politiques et gonflés par les médias se volatilisent. Et ça rigole, et ça blague, et ça drague. Franchement, un bon service citoyen pendant 1 ou 2 générations et vous réduisez drastiquement les problèmes communautaires. Voilà, une piste, en tout cas. Je vois qu'une enfant est décédée pendant le débat, donc je propose que, à moins que quelqu'un ait quelque chose de plus intelligent à dire qu'un pitcher, alsjeblieft, on s'arrête ici, en se disant qu'on sera peut-être tous bilingues en 2050. Et en attendant, doudouille.